Alors, nous allons débuter la première session ce matin avec quelques minutes de retard. Je vais faire la présentation du premier présentateur, M. Thierry Bedard. M. Thierry Bedard est professeur de géoinformatique à l'Université Laval à Québec. Il est également co-auteur et VP aux technologies de Specialytics, une société spécialisée dans le développement de logiciels GeoBI, qui veut dire Geospatial Business Intelligence, et informatique géodécisionnelle. Alors Thierry, on peut commencer. Okay. Merci Claude. Il me fait plaisir d'être avec vous ce matin, malgré l'heure très matinale. Donc l'objet de cette présentation, c'est de vous présenter un outil ETL spatial open source qui s'appelle GeoKettle, et notamment ses capacités à traiter avec les services web OGC. On parle de WFS, WPS, de CSW, de services de catalogage. Donc GeoKettle est un outil ETL qui est développé par la société Specialytics, qui est une spin-off de l'université Laval, donc basée à Québec, avec un focus clair sur le développement de solutions d'intelligence d'affaires géospatiale. On édite 3 projets open source qui sont GeoKettle, GeoMondrian et GeoSolarPlayers GeoBI-Ext, donc qui visent à produire en fin de course des tableaux de bord et des rapports d'analyse géospatiaux pour l'aide à la décision éclairée. Specialytics offre aussi des services professionnels à ses clients et réseaux de partenaires. Vous avez vu cette semaine que GeoMap est devenu un des partenaires de Specialytics. Donc tout ça inclut du support de la formation, du développement de core functionalities dépendant des besoins des clients, et nous offrons aussi maintenant donc des versions commerciales donc qui incluent tout ce support, cette maintenance et cette formation. Alors, pensons sur le sujet même de la présentation d'aujourd'hui. Donc, GeoKettle, un outil ETL spatial. Donc, qu'est-ce qu'un outil ETL spatial? Vous le savez certainement pour ceux qui utilisent FME de SAFE. Donc, c'est un type de logiciel qui sert à peupler des bases de données ou des entrepôts de données à partir de sources très hétérogènes. ETL, c'est pour Extract, Transform and Load. Donc, on extrait des données de sources très hétérogènes dans des formats, des structures très différentes, on les transforme afin de corriger des erreurs, nettoyer les données, les adapter à une structure, bref, tout un tas de transformations qui les amènent finalement dans une structure cible, et on va aller charger ces données dans une base de données, dans un service ou dans un autre format de fichier. Donc un outil ETL, ça gère à la fois la création de ces bases de données ou de ces fichiers, mais aussi leur mise à jour, puis ça évolue dans les univers transactionnels et décisionnels, je ne rentrerai pas dans les détails. Donc pourquoi utiliser un outil ETL? Ça permet d'automatiser tout un tas de transformations et de processus liés à vos données, que ce soit la conversion entre différents formats, la migration d'un SGBD à un autre, l'alimentation de différents systèmes, la mise en place d'entrepôts de données géodécisionnels. Donc GeoKettle est une version spatialisée d'un outil ETL open source qui s'appelle Pantao Data Integration, anciennement Kettle. C'est un outil ETL basé sur les métadonnées qui permet l'exécution directe des transformations. Il n'y a pas de code qui est généré puis que vous exécutez par derrière. Donc ça permet de designer vos chaînes de transformation directement dans l'outil, de les débugger, de les mettre au point de façon très très souple. Kettle supporte à la base plusieurs SGBD et formats de fichiers ainsi que systèmes. C'est un ETL qui est né non pas comme FME dans le monde du géospatial, mais dans le monde des gros systèmes d'entreprise. Donc il est capable d'aller piger de la donnée dans différents systèmes de gestion de bases de données. Il y en a 37 supportés de base, là, avec un certain nombre que vous reconnaissez, capable d'aller lire dans des fichiers non géospatiaux divers et variés, là, comme du fichier Excel, du XML et ainsi de suite, des annuaires LDAP, des systèmes de suivi client, bref, tout un tas de silos qui sont en entreprise et que cet outil peut aller pomper pour récupérer de l'information. Donc vous avez beaucoup d'étapes de transformation, puisqu'une chaîne de transformation, on va le voir dans quelques secondes, est constituée d'étapes de transformation. C'est très lexicographique. Vous avez une interface graphique qui vous permet très simplement par drag and drop de construire votre chaîne de traitement, et ceci sans la moindre ligne de code. Donc voici l'interface
l'illustration de l'interface graphique, à quoi ressemble une chaîne de transformation. Donc à gauche, vous avez votre boîte à outils dans lequel vous avez en fait toutes les étapes de transformation ici qui traitent avec l'entrée des données, donc d'aller chercher des données. Puis vous glissez, déposez ça sur la partie droite, puis vous liez toutes ces étapes-là et ça constitue votre chaîne de transformation. Donc c'est très très simple, c'est à constituer et donc vos données vont suivre finalement cette chaîne-là pour arriver au final dans un table output là, par exemple, pour aller charger dans une table, dans un SGBD. Vous double-cliquez sur chacune des étapes pour accéder aux paramètres de cette étape-là. Donc par ici, par exemple, en bas, vous avez les paramètres qui traitent avec l'entrée de données liée à OGR. OGR, c'est un projet open source qui permet d'aller chercher à peu près 30 à 35 formats du monde géospatial. Donc GeoKettle est capable d'aller lire tous les formats supportés par OGR, donc des plus courants comme MapInfo, Shapefile, GML, etc., jusqu'à des choses beaucoup plus moins usitées. Donc GeoKettle est en fait, donc, comme je vous l'ai dit, une surcouche spatiale à l'ETL Kettle. Toutes les étapes que vous avez vues de transformation d'une chaîne GeoKettle sont capables de traiter avec la géométrie comme n'importe quel autre type de données, que ce soit une chaîne de caractères, une date, un entier, etc. Puis on a rajouté en fait des étapes qui étaient dédiées au monde géospatial, comme la reprojection de données, comme l'accès à un certain nombre de services normalisés. On parle ici du Sensor Observation Services, de l'accès au catalogue de données. On a des steps pour réaliser du géoprocessing avancé en intégrant une bibliothèque qui s'appelle Sextant. Et puis une étape d'analyse spatiale qui va vous permettre de réaliser toutes les opérations habituelles d'union, d'intersection, d'enveloppe de buffer, etc., etc. Donc la première version est sortie en mai 2008. La dernière version, même si il y a eu un changement de numérotation majeur, puisqu'il y a eu une avancée importante, donc en septembre 2011. Donc la dernière version, même si le numéro est plus petit, là, c'est bien la 2.0, donc qui a été sortie juste avant le Phosphor J à Denver début septembre. Donc c'est un logiciel open source qui est sous licence LGPL, donc avec une licence très permissive. Vous pouvez l'utiliser dans tous vos projets sans crainte d'être contaminé par une licence open source. Ça peut même être utilisé comme une bibliothèque. GeoKettle est maintenant utilisé dans pas mal de places et de pays. On sait qu'il est utilisé dans certains ministères, organisations publiques, banques, assurances, et puis par différents intégrateurs de travers le monde pour réaliser l'intégration de données complexes dans des projets divers et variés. Puis on a une communauté d'utilisateurs et de contributeurs qui est sans cesse croissante. Donc ici, là, vous avez tout un tas de ressources. Je ne rentrerai pas dans les détails. Là, si vous avez de l'information sur GeoKettle, donc il y a la page du projet, vous avez de la documentation, vous avez un forum où vous pouvez poser vos questions. Si vous trouvez un bug, un problème, il y a un système de gestion des bugs qui est en place. Puis il y a tout un écosystème de plugins qui s'est mis en place. Donc les gens qui contribuent des nouvelles extensions à GeoKettle, puis qui les mettent à disposition. Donc c'est des choses que vous pouvez aller chercher pour compléter les fonctionnalités de GeoKettle. Il y a un plugin par exemple pour faire du géocodage avec le moteur de géocodage d'Estri. Il y a un plugin qui s'en vient pour aller chercher les coordonnées GPS sur des lots de photos. L'interface graphique de GeoKettle permet de construire ces transformations, mais vous pouvez les exécuter sans l'interface graphique, comme des tâches planifiées ou des cron tabs sous un système Unix. Puis globalement, vous pouvez aussi les exécuter comme des services. Peut-être plutôt que de rentrer dans tous les détails de GeoKettle et des formats qu'il est capable de supporter, là vous en avez un petit aperçu de tous les formats. Je vous disais, avec le fait qu'on soit plugué maintenant avec OGR, vous êtes capable de lire pratiquement tous les formats géospatiaux usuels. Vous en voyez ici une liste là. Mais vous avez aussi donc l'accès à un certain nombre de services comme les services de catalogage, à la fois en lecture et en écriture, des services de capteurs, donc les Sensor Observation Services. Vous pouvez maintenant aller chercher tout un tas de données issues de capteurs pour les intégrer à vos propres données.
Il n'y a pas de tâche dédiée pour le WFS, WMS et WPS, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de tâche dédiée que c'est pas possible de le faire. Je pourrais vous montrer en quelques minutes comment ça se fait. Vous pouvez prévisualiser vos données dans votre chaîne de transformation, ce qui vous permet de vous vérifier. Si vous aviez 1 million de lignes à traiter, vous n'allez pas attendre que toute la transformation ait été appliquée sur 1 million de lignes. Vous voulez peut-être le voir sur les 1000 premières. Là, vous êtes capable, à travers une preview cartographique maintenant, de vérifier les résultats sur cet échantillon-là. Bon, plus tout un tas de fonctionnalités d'analyse spatiale, de géoprocessing, donc qui vont permettre de traiter la géométrie. Le support des systèmes de référence spatiaux, leur transformation. Bon, plus tout un tas de fonctionnalités qui ont été ajoutées dans la version 2.0. Donc peut-être très rapidement, si j'ai quelques minutes, vous montrer quelques chaînes de transformation. Je pourrais peut-être pas les faire rouler ici, là. Mais ici, typiquement, on a une chaîne de transformation qui va consulter un service de catalogage. Si je double-clique sur l'interface, vous allez avoir tous les paramètres liés à ce service de catalogage. C'est quoi l'adresse de base? Quel protocole il utilise? Est-ce que j'ai besoin d'une authentification? Quelles mesures je dois aller chercher dans ce service de catalogage-là? Puis ce que fait cette chaîne de transformation-là, assez simple, c'est simplement qu'il va aller récupérer les emprises des jeux dans les métadonnées, puis il va construire finalement un ensemble de rectangles qui correspondent aux emprises, puis il va aller produire ça dans une table, dans un SGBD. Le SGBD en question, si on va voir, ça doit être un SGBD PostGIS, donc un équivalent libre et open source de Oracle Spatial. Donc ici, vous avez par exemple la liste de tous les SGBD qui sont supportés. Puis ceux qui supportent le spatial, on récupère le type géométrique sans aucun souci. Ici, un autre exemple. On va aller chercher des données issues de capteurs. Donc, il me semble que c'est des niveaux d'eau le long d'une rivière, puis on récupère tout un tas d'informations sur les capteurs, puis ces données-là, en fait, on va aller les publier dans un service de catalogage directement. Un outil comme GeoKettle, ça vous permet finalement, à partir de différentes sources diverses et variées, très hétérogènes, de produire une nouvelle donnée à valeur ajoutée. Donc c'est très pratique, quand vous avez cette donnée-là, de vouloir la documenter tout de suite. Donc les étapes comme CSW Output, donc qui vont vous permettre de peupler un service de catalogage, vont vous permettre de le faire dès la création du jeu de données, plutôt que de créer le jeu de données puis se dire « Oh, je vais faire les métadonnées plus tard ». Puis les métadonnées, généralement, vous ne les faites pas. Donc là, c'est une opportunité pour peupler finalement une SDI, une infrastructure de données spatiales, et de peupler les métadonnées directement. Sont supportés les Dublin Core, les métadonnées ISO. Quand je vous disais que WFS n'était pas directement supporté, mais qu'on était capable de le faire, c'est un exemple ici. Je suis capable, à travers GeoKettle et de ces étapes de transformation existantes, d'adresser des requêtes à un service. Donc ici, j'ai une requête qui s'adresse à un serveur WFS, GeoServer, et qui va récupérer le résultat de cette requête, qui est un fichier GML, et va aller le stocker sur le disque dur. Puis après, ce fichier-là, je peux aller le traiter directement en le lisant au travers des étapes d'input. Donc vous voyez ici que même s'il n'y a pas de step dédié pour aller lire un WFS, je suis capable d'aller accéder à ces données-là, puis de les traiter comme n'importe quel autre au travers de GeoKettle. Alors comme le temps file, je ne vais pas tarder à conclure, je pense que je suis dans la dernière minute. Actuellement, GeoKettle est un outil qui, donc, je vous l'ai dit, est basé sur Kettle. C'est un fork amical, puisqu'on travaille avec les gens de Pentao. Mais c'est une version à part de Kettle. La version les versions 2.0, les versions 2 vont être les dernières versions à être un fork. On va travailler d'ici la fin de l'année à ce que les extensions spatiales puissent être ajoutées à n'importe quelle version de Kettle. Donc ça, c'est très pratique pour tous les utilisateurs qui ont déjà Kettle dans leur entreprise et qui veulent voir du spatial, traiter le spatial dans leurs données. À l'occasion de ce changement de version,
On veut supporter un type de géométrie plus riche, parce qu'actuellement on gère des données 2D uniquement. Puis on veut être capable, au travers de ce changement-là, de traiter des données en 3D, éventuellement temporelles ou avec un M, des données LIDAR, de traiter le référencement linéaire. Puis pourquoi pas, même si c'est pas notre cœur de métier à Spatialytics, les données raster. On a des gens qui sont intéressés à contribuer des choses sur les données raster. On peut penser à des tas d'extensions possibles, on en a plein la tête, mais bien entendu, c'est un peu l'opportunité qui crée la roadmap. Donc au travers des projets, on va avoir à développer un certain nombre de choses. Donc on est ouvert à toute proposition pour éventuellement rajouter des étapes qui vous seraient utiles dans l'utilisation de ces produits-là. Puis voici un peu déjà ce qu'on pourrait avoir en tête là. Donc d'ajouter des capacités, par exemple, d'appariement, de nettoyage de données plus avancées, pour arriver jusqu'à un module de vérification de la qualité des données et qui permettrait de la correction des erreurs. Le support d'autres formats de fichiers GIS, de services, de bases de données. Donc on pense à des formats type NetCDF, SDMX. Le support d'un certain nombre de SGBD ou de formats de services. D'avoir un certain nombre de tâches dédiées, notamment pour l'exploration de données de réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup d'informations liées à la localisation qui sont enfermées dans ces réseaux sociaux. Si ça vous intéresse, je donne une présentation, pas après celle-là, mais juste une présentation encore après, et qui est spécifiquement dédiée sur les réseaux sociaux. Puis on va aller voir comment on peut aller chercher de l'information dans OpenStreetMap, dans Foursquare, dans Facebook. Puis vous allez voir qu'il y a de l'information intéressante et utile à la décision dans ces réseaux sociaux-là. Bon, plein de fonctionnalités qui s'en viennent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand dans l'espace d'exposition ou à nous contacter directement. Ça nous fera plaisir de vous présenter plus en détail le produit, puis de voir en quoi il peut vous aider dans vos opérations au jour le jour. Merci. Alors, merci Thierry. On a 2 minutes pour des questions. Monsieur le Cardinal. Bonjour, juste une petite question comme ça. Est-ce qu'il existe des API qui s'adressent à Kettle ou plus à GeoKettle? Je veux dire que tu développes en .NET ou en Java. Est-ce que tu peux adresser directement Kettle à travers des API ou En fait, donc Kettle et donc GeoKettle est en Java et toutes les fonctionnalités de GeoKettle sont accessibles au travers d'une API. Toutes les transformations peuvent être appelées donc comme je l'ai dit, sans l'interface graphique. Il existe des outils qui sont mis à disposition déjà avec GeoKettle qui vont vous permettre d'appeler les transformations que vous avez conçues directement en l'appelant sur le moteur, donc sans avoir besoin de l'interface graphique. L'interface graphique, il faut le voir comme un concepteur de transformation, là où vous allez tester. Puis une fois que la chaîne est finie, elle passe en industrialisation. Puis souvent, elle passe soit embarquée dans des projets qui vont déclencher ces transformations-là, soit sur une base régulière comme une tâche planifiée Windows, par exemple, exécutée tous les soirs. Imaginons que vous avez des données qui s'accumulent la journée, puis vous voulez les traiter pour les envoyer dans un autre système, ça va être fait la nuit, par exemple. Donc, toute l'API est ouverte. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle la licence de Kettle et donc de GeoKettle est en LGPL. C'est une licence qui s'applique généralement à des bibliothèques. Donc vous pouvez très bien utiliser GeoKettle comme une brique d'une architecture beaucoup plus complexe et appeler un certain nombre de fonctionnalités de façon programmatique. Merci Thierry. Une autre question, une dernière peut-être? C'est quoi les principales différences avec FME? Excuse-moi? Pardon, c'est possible de répéter, s'il vous plaît? Les principales différences avec FME. Les principales différences avec FME, j'en ai mentionné une dans la présentation, c'est que FME est né dans le monde géospatial
et donc est principalement capable de lire des formats géospatiaux, de transformer ces données-là, puis d'aller dans des formats géospatiaux. Là où Kettle est né dans le monde corporate, de l'entreprise, donc il est capable d'adresser tout un tas de systèmes qui sont absolument pas géospatiaux, mais qui sont des données d'entreprise. Et le fait qu'on rajoute le spatial là-dedans est très intéressant parce que ça permet d'aller récupérer ces données-là, de les cruncher ensemble et puis de produire des jeux de données à valeur ajoutée, incluant la composante spatiale dans lequel on va pouvoir faire re-rentrer ça dans nos systèmes usuels géospatiaux ou dans des systèmes décisionnels tels qu'on les développe à Spatialitics. C'est bon, alors on a complété notre temps. Merci beaucoup Thierry de ta participation et bonne chance avec GeoKettle. Et je vous laisse maintenant bon choix de M.